Podcast. La semaine de la date limite des transactions se poursuit à Radar avec une deuxième émission spéciale. Anthony Desaulniers en compagnie de Martin Thériault. Salut Marty! Salut des autres, comment ça va? Ça va super bien, Marty. Écoute, hier, on a eu plusieurs sujets intéressants à se mettre sous le dent parce qu'il y avait eu des transactions d'envergure au cours du week-end. On peut penser notamment à Ryan Lindgren ou encore à Seth Jones. Aujourd'hui, ce qui retient l'attention, particulièrement dans le marché de Montréal, c'est pas une transaction, c'est une signature, Marty. Jake Evans, un contrat de 4 ans à 2,85 millions de dollars. On en a énormément parlé au cours des dernières semaines de Jake Evans. Et bien maintenant, c'est chose faite. Le joueur de centre va rester à Montréal pour les 4 prochaines campagnes. Ouais, écoute, c'est pas compliqué à un moment donné. On n'arrête pas de vanter Kent Hughes là, dans les dernières semaines et tout ça. Là, on se demandait qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va l'échanger? Est-ce qu'il ne va pas le transiger? On disait pas plus tard qu'hier, c'était pas une situation qui était nécessairement évidente, qu'il avait les mains un peu liées en raison de la blessure de Jake Evans. Mais là, encore une fois, il nous montre que c'est premièrement un fin négociateur, mais quelqu'un qui est capable de tenir son bout et qui a fait un excellent boulot à ce niveau-là. Écoutez les offres des équipes, ça, je suis convaincu. Je suis pas mal persuadé que toutes les offres, les rumeurs de transactions qu'on a entendues étaient véridiques. Mais au final, les Canadiens de Montréal qui vont très bien depuis le retour de la pause de la confrontation des 4 nations, je pense qu'à un moment donné, Jake Evans a un peu mis d'eau dans son vin. Il s'est dit, c'est agréable de jouer à Montréal, c'est bien d'avoir un bel esprit d'équipe avec des Juraj Slafkovský, des Cole Caulfield, des Nick Suzuki, des Alexandre Carrier. Tout semble agréable. Tout le monde semble bien s'entendre. Et je pense qu'à un moment donné, il est allé voir son agent. Il a dit, écoute, finalement, oui, je pourrais peut-être aller chercher 4 millions sur le marché des joueurs autonomes, mais c'est à Montréal que je veux jouer. Je veux me retrouver là. Et là, t'es Kent Hughes, t'obtiens un 3e joueur de centre environ à 2,85 millions de dollars. Moi, souvent, dans mes projections, c'est exactement ça que je vois pour un 3e centre. 3,1, 3,2 millions. Donc, de l'avoir exactement dans la catégorie de prix que tu veux, moi, je trouve que c'est un extraordinaire coup de Kent Hughes et surtout avec un contrat de 4 ans et sans clause de non-échange, sans clause de non-mouvement. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Ça donne beaucoup de jeu à Kent Hughes, non seulement cette année, non seulement l'an prochain, mais à long terme, lorsque l'équipe va devenir compétitive. Oui, évidemment. Là, tu ne signes pas un joueur dans l'optique de l'échanger plus tard, mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir cette flexibilité-là, de ne pas se menotter. Puis je trouve ça important, Marty, ce que tu mentionnes pour le 3e trio, 2,85 millions de dollars, 3e/4e. De la façon que le Canadien joue, on roule tellement nos lignes. Je pense que cette numérotation-là, ce classement-là au sein du trio, peut-être un petit peu moins d'importance, du moins pour l'instant. Mais à 2,85 millions de dollars, Marty, ton échelle salariale est respectée. Si tu le signes 4 millions, est-ce que c'est vrai que Jake Evans vaut la moitié moins que Nick Suzuki? Quand tu vas avoir d'autres joueurs qui vont signer, tu auras toujours le joueur qui pourra dire « OK, mais moi, je suis meilleur qu'Evans, donc je dois mériter au moins 4,5 millions. » De l'avoir en deçà de 3 millions, ça permet à tout le monde de garder un certain respect avec leur demande salariale pour la suite des choses. Ça prouve à quel point Kent Hughes est un excellent négociateur, Marty. Ouais, vraiment. Puis moi, ce que je trouve important un petit peu, on a tellement entendu parler dans les dernières années, depuis 15-20 ans environ, comme quoi les joueurs autonomes, les joueurs de la LNH ne veulent pas se rendre du côté de Montréal. Et tu sais, qu'est-ce que Kent Hughes avait mentionné dès son embauche? Il avait notamment pris Vincent Lecavalier. Lecavalier l'avait mentionné lui-même. Ça a souvent été important, c'était de dire, là, on veut que Montréal devienne une destination attrayante pour les joueurs. On veut que ce soit agréable, on veut respecter les joueurs, on veut qu'ils aient le goût de demeurer. Mais je pense qu'une décision comme Jake Evans, puis tu sais, je parle de Jake Evans, mais je pourrais te donner plein d'autres exemples. Jadon Strobel, lorsqu'il était dans la NCAA, qui avait des rumeurs comme quoi il pourrait partir, finalement, change d'idée, signe un contrat avec les Canadiens de Montréal. Je peux t'en donner plein, gros comme ça, des exemples. Alors que, Marty, on se souvient, à gauche de la défensive, il y avait du monde en maudit. Là, ça aurait été facile pour Strobel de se dire, écoute, un peu comme certains joueurs l'ont fait au fil des années, là, des Andrew Tron ou des Jack McBain, je vois moins ma place, j'ai moins l'impression que je vais avoir une chance dans la Ligue nationale, je vais tenter ailleurs mon coup. Strobel a dit non, merci. Montréal, j'aime la culture qu'ils sont en train de créer, puis c'est là que je veux jouer.
C'est ça. Fait que donc, non seulement tu es capable de conserver des joueurs comme ça dans un rôle important, mais là, on revient au niveau du salaire. Tu es prêt à prendre des baisses de salaire. Puis là, à long terme, ça va être gagnant. Là, évidemment, on n'en parle pas parce qu'il n'est pas encore avec l'équipe. Mais tu sais, un Ivan Demidov, supposons que ça se passe comme on peut penser, que dans 3 ans, il peut mériter, il peut penser à aller chercher disons, un 7, 8, 9, 10 millions par année. Je pense à des Michael Age, des gars comme ça. Quand le noyau va commander un gros salaire, Lane Hudson également, ben d'avoir un Jake Evans qui coûte pas mal moins cher, qui te demande 1 million de moins que ce qu'on pouvait voir sur le marché, ben à long terme, c'est là que je pense que ça rapporte des dividendes. Au lieu de te casser la tête, ouais, non, Ivan, on veut simplement te donner 9 parce qu'on n'a pas nécessairement la marge de manœuvre sous le plafond salarial, ça te force à échanger un Caulfield ou des gars comme ça, ben là, tu es capable de garder ton noyau, tu es capable de garder un esprit de corps, un esprit d'équipe. Puis je pense que sur le long terme, là, c'est simplement du bonbon. Oui, effectivement. Là, on a l'impression que Marty exagère présentement. Mais au fil des années, on a vu ça souvent, des joueurs, des DG qui étaient coincés avec des mauvais contrats, qui ont dû échanger de hauts choix ou des espoirs. On peut penser à Patrick Marleau, on peut penser à Sean Monahan. Ça s'est vu quand même assez régulièrement dans les dernières années. Donc, au moins, la saine gestion financière de Kent Hughes devrait éviter ce genre de choses-là, Marty. C'est intéressant de voir que Jake Evans est heureux à Montréal. On martèle beaucoup le mot culture depuis plusieurs saisons, depuis l'embauche de Kent Hughes. On veut créer cette énergie-là. Martin Saint-Louis veut que les joueurs aient du plaisir à jouer à Montréal. On veut que les joueurs autonomes viennent du côté des Canadiens. Est-ce que tu penses que ça peut faire des petits à long terme, ça, Marty, le fait que les joueurs soient heureux ici dans le projet de Kent Hughes? Et je trouve que tu as plein d'exemples dans les dernières semaines, voire les derniers mois. Bon, Jake Evans en est un. La confrontation des 4 nations, d'avoir les matchs au Centre Bell où tu as eu une atmosphère qui était complètement électrique. Sam Bennett lui-même a mentionné à quel point ça avait été spécial, qu'il avait été touché par ça. Puis je pourrais même retourner un peu dans les mois précédents. Puis c'est drôle, hein? Je regardais hier contre les Sabres de Buffalo, je ne sais pas si tu as noté ça, Patrick Laine, qui n'est pas un joueur d'intensité, qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui est réputé pour frapper tout le monde, se dirige dans le coin de la patinoire, s'en va tenter de se venger contre Rasmus Dahlin. Donc, tu sais, quand tu parles d'esprit d'équipe, quand tu parles d'esprit de corps, là, il y a même des joueurs qui n'ont pas nécessairement cette réputation-là, que tu es capable d'amener de ton côté, que tu tentes de travailler avec eux. Martin Saint-Louis a déjà mentionné que justement, sa mission numéro 1 avec un Patrick Laine, c'était de le rendre heureux, c'était de s'assurer que sur le plan de la santé mentale, il soit exactement dans de bonnes dispositions. Donc, je pense que 1, plus 2, plus 3, plus 4, et là, ben, je suis convaincu qu'il va y avoir d'autres décisions qui vont aller en ce sens dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Je pense que c'est simplement du bonbon, c'est simplement bénéfique. Puis lorsque tu vas vouloir tenter le gros coup pour aller chercher le gros joueur qui te manque pour aller gagner une Coupe Stanley, ça va être parfait, je pense. Marty, il y avait quand même 2 clans assez séparés dans les dernières semaines à Montréal et on voyait 2 visions différentes. Je faisais partie de ceux qui disaient il ne faut pas signer Evans à 4 millions de dollars parce que ça va devenir un mauvais contrat. S'il n'est pour pas accepter un contrat à faible coût, aussi bien de l'échanger. J'aimais mieux avoir le retour qu'un mauvais contrat sur le long terme. À 2,85 millions, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Je suis capable de reconnaître que Jake Evans apporte aux Canadiens de Montréal et qu'il va amener une certaine stabilité au centre, surtout avec l'incertitude entourant Kirby Dach. Bon, maintenant que ça c'est dit, il y a une partie de moi qui se disait, d'après moi, Owen Beck ou encore Oliver Kapanen vont être capables de prendre les responsabilités laissées vacantes par Evans. Maintenant que Jake Evans est à Montréal pour de bon, qu'est-ce qui va arriver avec les jeunes joueurs du Canadien qui ont été repêchés dans les dernières années, qui se développent tranquillement et qui cognent à la porte? Est-ce qu'ils vont être coincés par Evan? Est-ce qu'on va être capable de les replacer dans la hiérarchie du Canadien? Je vais dire oui et non. Je pense que ça donne du jeu à Kent Hughes. Ça lui permet d'être patient. Le fait d'avoir Jake Evans, ben justement, si Beck et Kapanen ne sont pas nécessairement capables de se développer comme il se doit, ben, je pense que ça devient facile par la suite de peut-être utiliser un des deux comme monnaie d'échange et de garder Evans, de le garder dans un poste de 3e joueur de centre. Ça, c'est premièrement. Et si on regarde simplement l'horizon de l'an prochain, ben, tu n'es pas encore nécessairement forcé de gagner pour aller chercher une Coupe Stanley. Tu pourrais te débrouiller avec Owen Beck, Jake Evans et Oliver Kapanen au centre. D'ailleurs, en ce moment, c'est à peu près ça, à l'exception de Christian Dvorak,
qui prend un peu la place d'Oliver Kapanen, et ça n'affecte pas le Canadien, bien au contraire. Donc, je pense que ça donne du jeu, d'avoir la patience de voir comment Beck et Kapanen vont se développer, jusqu'à quel point ils peuvent se développer. Moi, je ne pense pas que ce sont des centres de deuxième trio, mais si c'est le cas, ben là, tu as la hiérarchie parfaite. Si ce n'est pas le cas, et là, je m'amusais à regarder un peu à long terme qu'est-ce que ça peut donner, la formation des Canadiens. Ben là, tu as quand même un meuble au centre. Ça va te donner des munitions pour des transactions. C'est fou de penser que tous les espoirs des Canadiens vont jouer. C'est sûr qu'il va y avoir des joueurs échangés. Il y a des choix qui vont être échangés au bon moment. Lorsqu'on va vouloir aller attaquer le marché des joueurs autonomes ou des transactions, justement, un peu comme la période actuelle, lorsqu'on va vouloir dépenser un choix de premier tour, dépenser un espoir quand même intéressant, moi, ce que je peux voir, c'est que si tout le monde devient bon, ben oui, tu pourrais utiliser un Kapanen, tu pourrais utiliser un Beck, puis à un moment donné, d'avoir des surplus, c'est exactement ce que tu veux dans une équipe. C'est pourquoi tu accumules des actifs et c'est pourquoi tu fais une reconstruction, c'est d'accumuler le plus d'atouts intéressants possible pour échanger. Puis ben, Kent Hughes, en ce moment, est exactement dans cette catégorie-là. C'est pas mal mieux que s'il l'avait laissé partir pour rien et que ben, tu n'as pas justement cet atout-là. Ouais, ben, pour moi, il y avait une évidence. D'ici à vendredi, c'est un ou l'autre des scénarios. Jake Evans serait échangé. Jake Evans aurait signé une prolongation de contrat. Le pire des scénarios, à mon humble avis, ça aurait été de laisser Jake Evans terminer sa saison et après ça, devoir négocier avec le 1er juillet qui arrive. Et là, les 31 autres formations qui peuvent venir faire des offres. C'est comme si tu perdais un peu toute la balance que tu avais de pouvoir de la part de Kent Hughes. Là, tu pouvais lui dire, écoute, si tu ne signes pas l'offre que je te propose, je t'échange et je t'envoie où je veux. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant de régler ça avant la date limite des transactions. Et clairement, à 2,85 millions, la façon que Pierre Lebrun l'a rapporté aussi sur les ondes de RDS un peu plus tôt, on voit que c'est vraiment Jake Evans qui a dit, écoutez, c'est parfait, je suis confortable ici, je veux rester dans cette situation-là. Marty, c'était pas le seul joueur autonome sans compensation dans l'organisation du Canadien de Montréal. On peut penser à David Savard, on peut penser à Joel Armia, on peut penser à Christian Dvorak. Maintenant que Kent Hughes a décidé de prolonger l'aventure Evans, est-ce que ça veut dire qu'on va assister à un statu quo au sein des autres agents libres ou on pourrait quand même voir une certaine vente et aller chercher des choix au repêchage ou des espoirs en laissant partir les joueurs qui vont devenir autonomes dans quelques mois à peine? Je pense que c'est intéressant de voir. La situation de Kirby Dax qu'on mentionnait un peu hier par rapport à Jake Evans, ça complique la chose également dans le cas de Christian Dvorak. Est-ce que tu peux vraiment échanger Dvorak présentement et d'avoir une solution? Tu sais, du côté de Laval en ce moment, premièrement, le Rocket va super bien. Est-ce que tu veux vraiment déplumer Pascal Vincent pour le dernier droit en vue des séries éliminatoires? Je ne suis pas nécessairement certain. Tu pourrais amener un Lucas Condotta, mais qu'est-ce que ça donnerait? Oui, tu pourrais amasser un autre élément dans une transaction, mais honnêtement, Dvorak ne va pas nécessairement super bien. Donc là, à un moment donné, c'est une formation. Est-ce que tu veux vraiment acquérir Dvorak pour donner un joueur peut-être légèrement en deçà du calibre qu'il peut apporter? Je ne suis pas nécessairement certain. Cependant, je pense qu'il va être à l'écoute. Je pense que le gros avantage de Kent Hughes, c'est de pouvoir demeurer patient. Moi, ce que je m'attends, c'est qu'on n'entende pas nécessairement grand-chose d'ici vendredi, mais je regardais un peu la situation des autres équipes. Il y a beaucoup de formations qui ont des besoins à l'aile et qui n'ont pas nécessairement de place sous le plafond salarial. Donc, on n'est pas nécessairement capable d'aller, du moins, il y a des équipes qui vont être capables, mais ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir cibler des Brock Besser, des Carl Palmieri, parce qu'ils coûtent un peu plus cher. Moi, j'ai l'impression que s'il y a des équipes qui commencent à trouver que le prix est peut-être un peu trop pour ces joueurs-là, bien, c'est là qu'un Joel Armia, par exemple, pourrait se retrouver à être échangé dans les alentours de 14h30 un vendredi pour un prix pas trop moindre. Et je pense qu'à court terme, les Canadiens de Montréal, je ne suis pas certain que de perdre Joel Armia, ça fait vraiment mal aux Canadiens. Je pense que ce sont vraiment d'autres joueurs qui aident. Ce sont des Emil Heinemann, ce sont des Evans, ce sont des Juraj Slavkovski, le premier trio. Johan Beck joue super bien et je trouve que tu as peut-être un peu plus d'éléments que tu peux amener éventuellement à l'aile pour aller remplacer un Armia. Donc moi, je pense que tu écoutes. Je pense que l'équipe est quand même correcte, tu es quand même capable de faire un bon bout de chemin pour tenter de te qualifier en série, pour être dans le fameux mix, on va dire les vraies choses, l'objectif est un peu atteint. Donc, je pense que simplement, Kent Hughes est dans le siège du conducteur. Ça l'aide beaucoup là, en termes de négociation, de tactique. Oui, deux choses. Un, tu peux très bien, du côté gauche, échanger Armia, recevoir un retour intéressant et te revirer de l'autre côté,
transiger un choix plus lointain pour un remplaçant à l'attaque, pour éviter de déplumer le Rocket de Laval. Donc, tu peux quand même aller faire les deux scénarios. Mais si jamais ça arrive, Marky, quel genre de message Kent Hughes envoie à son équipe? Parce qu'au final, la façon que je lis la situation aujourd'hui, j'ai l'impression que le directeur général envoie un peu un message de « j'ai confiance en vous, allons-y pour les séries, les boys ». Ouais, c'est un bon point. J'ai comme l'impression, Kent Hughes, tu parlais d'ajouter, puis tu parlais d'échanger pour ajouter par la suite. Ça pourrait être intéressant d'ajouter peut-être un jeune que tu pourrais peut-être voir dans un top 9. On vient de parler que Kirby Dach avait certains problèmes. Peut-être prendre une espèce de pari qui n'est pas trop cher. Je te donne un exemple comme ça, puis je ne te dis pas que ça va être ça. Même, je serais extrêmement surpris. Mais je regarde un Cole Sillinger du côté des Blue Jackets de Columbus. Tu regardes la formation, il n'y a pas d'ouverture. C'est difficile pour lui de jouer. Puis là, il est blessé. Mais tu sais, tu as même un Sean Manahan qui est sur la liste des blessés. Ce ne sera pas nécessairement évident. Je pense que les Jackets, on en reparlera plus tard, mais je pense qu'ils sont capables d'attaquer le marché avec une bonne transaction parce qu'ils ont des actifs à échanger. Est-ce qu'on pourrait être tenté, par exemple, d'envoyer un Sillinger à Montréal et donner un Armia parce que je pense qu'on a peut-être un problème au niveau de la profondeur. Et encore là, je pense que les Blue Jackets ont besoin de mieux peut-être qu'un Yoel Armia. Mais je pense que c'est ce genre de possibilité-là que les Canadiens pourraient avoir. Et dans cette possibilité, dans cette optique-là, là, si tu dis aux joueurs, écoute, je vous obtiens quand même un Cole Sillinger, c'est pas comme si tu abandonnais, que tu envoyais le message que c'était terminé pour les séries. Tu t'ajoutes quand même un morceau et tu pourrais même vendre l'idée que tu t'en vas chercher quelqu'un pour remplacer Kirby Dach pour qui la saison est terminée. Tu sais. Ouais, et effectivement, si jamais tu vas chercher Cole Sillinger, beaucoup plus jeune, va pouvoir rester avec ta formation pour le long terme. Marky, tu as des gens qui sont déçus aujourd'hui, qui auraient aimé voir certains actifs arriver avec le Canadien pour la suite des choses. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire ça dans les prochaines heures. 2 options possibles. 1, le troisième parti dans une transaction, aller retenir 50% du salaire parce que Kent Hughes a encore une troisième retenue à ce niveau-là. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui n'est pas impossible. Sinon, peut-être acquérir un mauvais contrat. Il y a plusieurs équipes qui sont à la gorge présentement au niveau du plafond salarial qui vont restreindre certains mouvements. On pourrait alléger quelqu'un et obtenir quelque chose en retour. Est-ce que ça, tu vois des options qui sont réellement possibles pour le Canadien? Ouais, tu parles d'un troisième parti pour retenir du salaire et tout ça. Justement, tu regardes le scénario à travers la Ligue nationale, puis moi, ce que je constate, c'est que il y a des joueurs intéressants, mais tout le monde a à peu près une marge de manœuvre entre environ 3 et 4,5, 4,8 millions. Ça fait en sorte que si tu veux attaquer des joueurs de premier plan, j'ai parlé de Brock Besser tout à l'heure, ça devient un peu compliqué. C'est là que les Canadiens de Montréal peuvent devenir un marché intéressant, d'amener un joueur, d'aller le refiler à un autre endroit et d'obtenir quelque chose. Là, en même temps, est-ce qu'on a un énorme besoin de le faire? On a une banque de choix qui déborde, on a énormément d'espoir. Donc, c'est pas comme si c'était un gros besoin non plus. Mais bon, ça nuit vraiment jamais et tout ça. Tu sais, je te donne une option comme ça. Ce sera un peu bizarre parce que les Devils ont retenu du salaire eux-mêmes aujourd'hui. Mais tu sais, un Arseny Gritsuk, qui est un coéquipier d'Ivan Demidov dans la KHL, qui est un excellent joueur, l'un des meilleurs joueurs de la KHL, est-ce que tu voudrais l'ajouter potentiellement dans une formation avec un Demidov en le prenant et en donnant du salaire et tout ça? Je dis un peu n'importe quoi, mais je pense que c'est le genre de possibilités là, qui peuvent s'offrir à Kent Hughes et aux Canadiens. Ouais, puis tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent souvent « Ouais, mais pourquoi un autre choix? Qu'est-ce que ça donne d'aller chercher, par exemple, un choix de 3e tour? On en a déjà 3 cette année. » Tu n'es pas obligé d'acquérir des choix 2025. Tu peux acquérir un choix 2026. Tu peux acquérir un choix 2027. Peut-être que le Canadien, l'année prochaine, plutôt que d'être dans une situation sur la bulle, à savoir si on fait ou non les séries, peut-être qu'ils seront très bien positionnés au classement. Et peut-être qu'à ce moment-là, si on va faire une transaction acheteur, le choix de 3e ou de 4e tour que tu as obtenu cette année gratuitement, parce qu'au final, tu n'as retenu que du salaire. On s'entend qu'à part Jeff Molson, ça n'impacte personne. Bien là, tu pourras peut-être t'en servir pour justement t'améliorer pour la suite des choses. Donc, on n'est pas obligé de se restreindre à acquérir un choix exclusivement pour le prochain repêchage. Marty, inscrivez-vous sur ubet.io avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100 $ canadiens. Je vous le répète, inscrivez-vous sur ubet.io. Il y a eu une autre transaction, Marty, dans la Ligue nationale de hockey. Trent Frederick a pris la direction des Oilers d'Edmonton avec Max Jones.
Au retour, les Bruins obtiennent un deuxième, un quatrième et Max Warner qui s'en vont dans l'autre sens. Et tu l'as dit, les Devils du New Jersey ont retenu du salaire dans cette transaction-là. On les revient aux Devils dans quelques instants. C'est quoi tes premières impressions, Marty, de Trent Frederic, qui, soit dit en passant, est blessé là, au moment où on se parle? Il était à l'écart du jeu depuis le 25 février dernier. Est-ce qu'il va bien cadrer dans les plans de Chris Knoblauch? Moi, je pense que c'est une excellente transaction pour les Oilers d'Edmonton. Puis là, on parle de Trent Frederic, mais tu sais, tu as également Max Jones. Ce sont deux gars quand même d'intensité, de caractère, qui sont capables de frapper. Frederic, moi, selon moi, c'est sur le marché, c'était peut-être l'un des meilleurs au niveau agitateur. Donc, peut-être pas le meilleur au niveau de la production offensive, mais si tu veux frapper, si tu veux aller en séries éliminatoires, si tu veux l'envoyer devant le filet, si tu veux le mettre comme complément à des joueurs de premier plan, et ça tombe bien à Edmonton, on en a à la tonne. On a Zach Hyman, on a Connor McDavid, on a Leon Draisaitl, tu as même des Victor Arvidsson, des gars de talent comme ça. Donc, d'ajouter, je pense, un Frederic, c'est très bon. En même temps, ce qui est drôle un petit peu du côté des Oilers, tu l'as bien mentionné, Trent Frederic est blessé et c'est possible qu'il ne revienne pas cette saison, qu'il ne revienne que pour les séries. Donc là, on l'obtient, puis évidemment, je pense qu'on veut se garder du jeu aussi, mais s'il ne revient pas, tu as encore quand même de l'espace sous la masse salariale. Et là, tu as beaucoup de rumeurs avec Evander Kane, qui est dans les rumeurs également. On serait ouvert à l'échanger pour peut-être justement se donner de l'espace, de la marge pour aller chercher des joueurs. Donc ça, c'est intéressant. Tu ajoutes sans trop donner. Et moi, je regarde un peu les Oilers. Oui, tu as des Mathieu Savoie, tu as des Mathias Janmark, des Victor Arvidsson et compagnie, mais je trouve qu'il manque peut-être, malgré l'acquisition de Frederic, il manque encore un peu de talent à l'aile. Je pense qu'on aurait intérêt à aller chercher, je te donne un nom comme ça, peut-être un Riley Smith du côté des Rangers de New York, qui est sur le marché, qui ne coûterait pas super cher, à 3,75 millions de dollars. On a parlé de Yoel Armia, ça pourrait être possible, ou un Brandon Tanev à 3,5 millions. L'avantage des Oilers, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'ajouter un gars nécessairement de talent. Je pense qu'on a surtout besoin de quelqu'un de rôle qui est capable de frapper, là, qui est capable de mettre ton équipe un petit peu plus forte lorsque tu vas arriver en séries éliminatoires. Oui, aller chercher du momentum, être capable de créer cette énergie-là au sein de ton équipe, parce qu'au final, marquer des buts, c'est pas un problème pour les Oilers. Parfois, c'est juste d'être capable d'essouffler l'adversaire et de les étouffer en fond de zone. Marty, moi, Frederic, tout de suite, à quoi je pense? On voulait aller chercher de la vitesse, on voulait aller chercher du gabarit. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des joueurs identiques, mais Dylan Holloway apportait quand même ça aux Oilers d'Edmonton. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé avec les Oilers lorsqu'on a décidé de ne pas accoter l'offre hostile et de laisser partir un gars comme Holloway? Ouais, ben il y a un peu une question de salaire un peu là-dedans aussi. Là. Holloway, présentement, avec les Blues de Saint-Louis, gagne quand même plus cher. Là, Trent Frederic s'amène. On a fait retenir du salaire justement par les Devils. Donc, je pense que ça aide évidemment un petit peu le jeu. Ça, je pense que en même temps, on peut critiquer Stan Bowman. Moi, je continue de penser peut-être moins la situation de Dylan Holloway, la situation de Philippe Broberg, le fait qu'on manque de profondeur en défense. C'est pas normal qu'on est obligé de signer un John Klingberg dont les problèmes défensifs sont connus depuis des années. Là, ouais, ils sont décuplés depuis son arrivée à Edmonton aussi. Là. Ouais, ben exactement. Là, puis l'âge nuit aussi. Mais tu sais, là, t'es prêt avec un John Klingberg qui est sur une deuxième paire. Là, t'as pas vraiment d'autres options. T'as Ty Emberson, des gars comme ça. C'est pas nécessairement évident. C'est peut-être un peu plus là, moi, que je trouve que Stan Bowman a un peu mal géré ses trucs. N'a pas nécessairement... Puis premièrement, on n'a probablement pas vu venir le geste de Doug Armstrong et des Blues de Saint-Louis. Mais pour la situation de Frederic par rapport à Holloway, ça, je pense qu'à un moment donné, il y a une question de salaire là-dedans. Oui, tu parles de salaire et on a parlé de retenue de salaire. 2 fois, Trent Frederic, son salaire est retenu. Évidemment, par les Bruins une première fois, une deuxième fois par les Devils, si bien qu'il a un impact de 575 000 sur la masse salariale des Oilers. Donc, c'est vraiment un petit salaire, ce qui explique quand même que du côté des Bruins, on va aller chercher notamment un choix de deuxième tour. Les Devils là-dedans, Marty, en pleine course aux séries, une équipe qui est quand même bien placée, une équipe qui, je le sais, a Jack Hughes qui s'est blessé dernièrement, mais qui a des aspirations cette saison. Pas un peu étrange que ce soit cette formation-là qui retienne du salaire? Ouais, quand même, parce que tu regardes cette formation-là, les Devils du New Jersey, tu l'as bien mentionné, Jack Hughes est blessé, puis là, ça va de se demander ce qu'il va pouvoir revenir d'ici la fin de la saison. C'est un peu en suspens. Mais malgré ça, il manque de il y a un gros manque de profondeur à l'aile. Oui, on a des vétérans. Tu as des André Palade, des Thomas Tatar.
mais ce sont des gars qui ont des saisons un peu ordinaires. Tu aurais Stephen Nason un peu comme ailier de deuxième ou de troisième trio. C'est trop faible. Moi, je pense que vraiment, les Devils, et on est dans la course, on peut vraiment aspirer à se rendre loin en séries éliminatoires parce qu'on a l'équipe pour le faire. On est capable de dépenser. Donc, c'est un peu surprenant de voir qu'on retient 575 000 et qu'on se l'ampute, surtout que les Devils ont au-delà de 4,5 millions de dollars d'espace sous le plafond salarial. J'aurais pensé qu'on aurait voulu s'ajouter. La seule raison pour laquelle je verrais qu'on ait fait ça, c'est simplement qu'on aimait l'espoir des Oilers qu'on a obtenu. Shane Lachance, là, qui est un gros attaquant physique qui joue à Boston University. C'est la seule raison parce que sinon, je le répète, moi je pense qu'ils ont vraiment intérêt à attaquer le marché pour des ailiers, que ce soit justement les noms que je mentionnais tout à l'heure, des Riley Smith, des Brandon Tanev, des gars comme ça, parce que j'ai de la difficulté à les voir faire un bout de chemin en série avec justement un Justin Darling sur un troisième trio. Là, ça manque un peu de faiblesse. En fait, si on est honnête, Marty, l'Est est assez ouvert quand même. Dans l'Ouest, ça va être dur. Dans l'Ouest, il y a des solides puissances. Dans l'Est, je dirais qu'il y a des équipes qui arrivent un petit peu à bout de souffle. Il y a des équipes qui vont avoir certains points d'interrogation. Je pense notamment aux Hurricanes à Caroline. Bien beau l'acquisition de Mikko Rantanen, mais ce n'est pas une équipe qui me donne confiance. Il y a des équipes qui sont éclopées. Les Panthers de la Floride avec Matthew Tkachuk, est-ce qu'il va être capable de revenir à 100% en série? Ce sera une discussion pour une autre fois, Marty. Les Bruins de Boston là-dedans. On laisse partir Trent Frederic. On se met vraiment en mode vente. Ça ne peut pas être plus clair là, du côté de Don Sweeney. C'est la décision qu'on prend chez les Bruins. On met un peu une croix sur les séries éliminatoires cette année. C'est une première depuis quand même longtemps. Est-ce qu'on est en train d'assister à un virage là, dans les Bruins de Boston qu'on a connu au cours des dernières années, qui ont toujours trouvé des moyens d'aller chercher des joueurs un peu plus tard au repêchage, puis des joueurs qui surperforment, puis toujours d'être compétitifs année après année? Est-ce que c'est pas le début de la fin, Marty, pour les Bruins? Moi, je pense que c'est le début de la fin. En fait, puis dans nos différentes prédictions, je sais des autres, tu es le premier à le penser depuis 3 ou 4 ans. On n'arrêtait pas de prédire chaque année la descente aux enfers des Bruins de Boston. Comme quoi, ils n'allaient pas participer aux séries. Ils finissaient par nous surprendre constamment parce qu'un Patrice Bergeron ne vieillissait pas, parce qu'on avait rajouté un David Krejci, tout ça. Là, les deux noms que je viens de te mentionner ne sont plus là. Et là, tout le monde vieillit un petit peu. On a moins de talent, on a moins de profondeur parce que les Bruins ont une banque d'espoir quand même mince, n'ont pas énormément de joueurs, ne sont pas capables de remplacer les départs justement des Krejci, des Bergeron, des joueurs comme ça. Donc là, vraiment, moi je pense que Don Sweeney en ce moment est en train de vider l'équipe complètement, est en train de repartir un cycle. Là, on verra bien ce qui va se passer avec Brad Marchand, qui est blessé en ce moment. Est-ce qu'on pourrait être tenté d'échanger David Pastrnak, pas à court terme, mais dans les années ultérieures, on verra bien. Mais tu sais, je pense que c'est pas un hasard qu'on ait échangé Frederic et que là, tu as beaucoup de rumeurs pour quelques noms. Tu sais, Justin Brazeau est dans les rumeurs. Tu as Brandon Carlo, on en parlait hier, qui pourrait être intéressé, notamment les Flames de Calgary. Ouais, je pense vraiment qu'on est rendu à la fin. Puis à un moment donné, c'est normal. Les Bruins de Boston ont été dominants, ont été parmi les meilleures équipes de la LNH pendant au moins un bon 10-15 ans. Le cycle, maintenant, avec l'ère du plafond salarial, fait en sorte que tu peux moins devenir dominant sur une longue période. Donc, je pense que c'est simplement le retour du balancier. C'est tout à fait normal. Et là, on s'accumule des choix. Et à un moment donné, je pense qu'on n'aura pas le choix. On devra recommencer. Si on sort les Bruins de Boston de cette course au sérieux qui ont 64 points, on peut penser aussi aux Rangers de New York qui, au moment où on se parle, sont très bien placés à 66 points. Mais ils ont quand même échangé Ryan Lindgren. Donc, je ne pense pas qu'on va y aller nécessairement de côté acheteur pour espérer faire les séries. Pas impossible quand même. Les Flyers de Philadelphie, beaucoup de rumeurs avec Scott Laughton, on y reviendra. Même chose pour les Islanders de New York qui ont des joueurs sur le bloc. Est-ce que le Canadien de Montréal va réussir à faire les séries, Marty? Parce qu'au final, là, je vois les Blue Jackets qui vont continuer à regarder par en avant, les Red Wings de Détroit, les Sénateurs d'Ottawa et le Canadien, avec le message qu'on envoie avec Jake Evans. Je pense qu'on peut commencer à croire aux séries réellement. Là. Ben ouais, vraiment, tu sais, on peut se battre jusqu'à la fin. Parce que, tu sais, les Blue Jackets de Columbus, tu sais, oui, il y a des joueurs intéressants, des Adam Fantilli, des gars comme ça, mais tu sais, à un moment donné, premièrement, on a des blessures. Puis, tu sais, tu regardes du côté des Canadiens, tu sais, tu as des Patrick Laine, tu as des Alex Newhook sur le deuxième trio. Présentement, les joueurs de soutien vont super bien. Est-ce que vraiment les Blue Jackets peuvent prétendre à être meilleurs que les Canadiens? Vraiment meilleurs? Non.
Moi, je pense que les Canadiens, avec la confiance qu'ils ont, sont capables d'être là. Les Red Wings de Détroit, moi, je trouve qu'il y a des points d'interrogation, notamment en défense et devant le filet. Écoute, tu as Cam Talbot et t'as Alex Lyon. Je comprends qu'à Montréal, on a parfois certains doutes, mais moi, selon moi, Samuel Montembeault et Jakub Dobèche, c'est quand même mieux que ce duo-là. Donc, je pense que oui, je pense que c'est tout à fait possible. On peut, tu ne peux pas exclure le fait qu'ils peuvent participer aux séries. Ça, c'est clair et net. Et le fait que ces deux équipes-là, les Rangers et les Bruins, commencent à se vider un petit peu. Et en passant, les Canadiens ont un match qui reste contre les Bruins. Donc, ça, c'est encore plus intéressant. Ouais, je pense que c'est possible. Intéressant, Marty, ça va être une course aux séries qui va être très serrée jusqu'à la toute fin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tenez de courir après votre argent ou encore après des remplaçants. L'application League2Go s'occupe de tout. Vous pouvez vous concentrer sur le jeu et League2Go va s'occuper du reste. Bon, je l'ai dit rapidement, on va prendre le temps d'y revenir. Les Islanders de New York, on sort d'une défaite de 4-0 contre les Rangers. On a perdu 5 de nos 7 derniers matchs. On est à 5 points des séries, mais on a 6 équipes à dépasser. Et comme si ce n'était pas assez, on affronte les Jets de Winnipeg ce soir, Marty, dans la Ligue nationale de hockey. Un match qui a commencé, c'est présentement 0-0. On est en fin de première période du côté de New York. Est-ce que Brock Nelson va être échangé? On le sait que Lou Lamoriello est probablement des DG les plus difficiles à prédire parce qu'il fait vraiment à sa tête, puis des fois, c'est plus ou moins logique, du moins du point de vue du commun des mortels. Si tu avais à parier, Marty, Nelson sera-t-il un Islanders de New York samedi, le 8 mars? Moi, je pense qu'il va être échangé, mais tu l'as bien mentionné, Lou Lamoriello, il est extrêmement dur à lire. Puis en fait, je dis dur à lire, mais il a tendance souvent à vouloir garder des vétérans et les mettre sous contrat pour s'assurer, à tort ou à raison. Moi, je trouve que son plan de développement, son plan avec son équipe est atroce. C'est à peu près la pire façon pour bâtir une équipe et gagner une Coupe Stanley. Mais souvent, il s'accroche à ses vétérans. Il donne des prolongations de contrat. Là, tu sais, Carl Palmieri, qui est joueur autonome sans compensation à la fin de la campagne, c'était la même chose il y a quelques années. Il lui avait donné une prolongation de contrat, avait persisté avec lui. C'est ça qui est un peu difficile à comprendre avec Lamoriello. Mais malgré tout, à un moment donné, je pense que la logique doit surpasser les sentiments. La réalité, c'est que Brock Nelson a 33 ans. Ses meilleures années sont probablement derrière lui. Peut encore aider une équipe. C'est quelqu'un qui est extraordinaire au niveau des deux sens de la patinoire. Il est quand même robuste. Quelqu'un qui est bon au cercle des mises au jeu. Il peut clairement aider une équipe au sein d'un 2 ou d'un 3e trio. Puis, tu sais, je regarde les équipes dans la course en ce moment. Il y a quelques formations qui auraient intérêt à ajouter un centre de 2 ou de 3e trio. Puis, considérant également que les Islanders, encore une fois, au niveau des espoirs, n'ont pas grand-chose. Donc, tu peux ajouter des choix, tu peux ajouter vraiment des espoirs. Il n'y en a pas de problème de ce côté-là. Donc, moi, j'ose penser qu'on va échanger Nelson, mais c'est ça, on revient à ça. Lou Lamoriello, parfois, il prend des décisions. Je ne serais même pas surpris qu'il tente de le garder, puis finalement, ils le perdent pour rien, alors que ce serait probablement la décision la moins logique possible. Ouais, ça fait aucun sens. Mais c'est pas la première. Tu sais, Pierre Engvall, quand tu signes ça à long terme, ça fait aucun sens. Puis c'est pas la première fois que Lamoriello fait des manœuvres qui sont un peu difficiles à suivre. On verra si cette fois-ci, il laissera partir son attaquant, surtout qu'on est présentement dans un contexte de vendeurs qui favorise les équipes qui vendent parce que des joueurs disponibles sur le marché, il y en a de moins en moins. Si jamais on n'échange pas Nelson, Jake Evans est signé. Brayden Schenn est potentiellement retiré du marché parce que les Blues remontent au classement, Marty. Il reste de moins en moins de joueurs disponibles pour les équipes pour s'améliorer en vue de la date limite de transaction. Un joueur qui pourrait être intéressant, c'est Scott Laughton avec les Flyers de Philadelphie. Ouais, puis tu sais, on parlait de Brock Nelson. Il est joueur autonome sans compensation à la fin de la campagne. C'est sûr que d'acquérir un joueur pour quelques mois et qui commande quand même un bon salaire, c'est moins intéressant. Là où Scott Laughton, je trouve, est probablement le joueur, la cible la plus attrayante sur le marché, c'est que premièrement, c'est quelqu'un qui est quand même capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, qui est quand même robuste, qui est bon défensivement, capable de t'amener une trentaine, une quarantaine de points dans une saison. Sa meilleure, ça a été 43 il y a 2 ans. Mais surtout, ce qui est intéressant de Scott Laughton, 3 millions de dollars par saison. Et surtout, mais son contrat se termine en 2026. Donc, tu es une équipe qui se bat pour la Coupe Stanley, mais qui pense être en mesure d'être compétitive pendant plusieurs saisons. Ça devient intéressant d'aller payer le prix. Les rumeurs avec les Flyers, c'est qu'on demanderait un choix de premier tour et peut-être même plus.
Je trouve que ce sera un peu intense, mais tu l'as mentionné, étant donné qu'il y a moins de cibles au niveau de la position du joueur de centre, moi, je pense qu'il pourrait y avoir des options. Tu sais, je vois quand même quelques options. Tu sais, du côté des Maple Leafs de Toronto, le troisième joueur de centre, c'est Max Domi, qui n'a pas une très grande saison. Je pense qu'un Lawton pourrait être utile. Les Jets de Winnipeg, on a Vladislav Namestnikov comme deuxième joueur de centre. Et surtout, on a encore notre choix de premier tour. Donc, on est capable d'aller payer du côté des Jets. Ça, c'est une équipe qui est logique. Les Capitals de Washington, c'est un peu la même chose. On a également un choix de premier tour. Ça va très bien en ce moment. Tu pourrais le placer derrière un Dylan Strome et un Pierre-Luc Dubois. Et tu as Nick Dowd qui, lui, deviendrait joueur autonome à la fin de la campagne. Donc, Lawton pourrait être encore là. L'an prochain, ce serait un troisième centre parfait pour les Caps. Donc, tu sais, je trouve que tu as quand même beaucoup d'options. Et tu l'as mentionné, il n'y a pas beaucoup de joueurs de centre sur le marché. Donc, est-ce que le prix va être trop pour un Scott Lawton? Je suis convaincu, mais à un moment donné, c'est un jeu d'offres et de demandes. Et présentement, la demande pour des Lawton, en raison du salaire, en raison du talent et en raison du fait que son contrat ne se termine pas cette année, tout ça, ça l'aide. Oui, ça c'est sûr et certain. Cependant, et Lawton et Nelson sont présentement en uniforme. Je vous ai parlé du match des Islanders. Je vais vous amener sur le match des Flames. C'est présentement 4-2 pour Calgary. On est en début de deuxième période à Philadelphie. Un joueur qui est dans les rumeurs de transaction, cependant, qui lui n'est pas... Ben, c'est pas vrai. Il est en uniforme, mais il est sur le banc. C'est Vitek Vanecek, le gardien de but avec les Sharks de San Jose. À noter que les Sharks, cependant, ils n'ont plus de retenue de salaire. Donc, si jamais Vanecek est échangé, l'équipe qui absorbe le contrat du gardien devra prendre le 3,4 millions de dollars en entier, à moins, évidemment, de passer par une troisième partie et de faire retenir du salaire. Mais là, à ce moment-là, ton retour est diminué en deux parce que tu dois envoyer un peu de compensation à ce niveau-là. Est-ce que Vitek Vanecek peut intéresser une formation, Marty? Parce que l'année dernière, il y a eu très peu de gardiens échangés. Hein? Jake Allen a été un des seuls. Est-ce que cette saison, Vanecek va changer d'adresse? Ouais, puis je pense pas qu'il y en a encore énormément. Je pense que l'avantage de Mike Grier, c'est que le travail qu'il a fait pour accumuler des actifs, je veux dire, avec ses gardiens de but, ben, a été fait. Il a obtenu Yaroslav Askarov au début de la saison. À l'époque, il y avait Mackenzie Blackwood. Finalement, a procédé à une transaction avec l'Avalanche du Colorado, a obtenu certains actifs, a obtenu Alexander Georgiev là-dedans. Donc, à quelque part, tu as déjà fait le travail de soutirer un petit prix avec ces joueurs-là. Vitek Vanecek, tu l'as mentionné, le salaire ne l'aide pas beaucoup. Et je te dirais que je vois très peu de clients. Tu sais, toutes les équipes qui sont dans la course aux séries ont un gardien de but numéro 1 ou un gardien de but qui est difficile à bouger. Tu sais, je pense aux Blue Jackets de Columbus, je les vois mal être en mesure d'échanger un Elvis Merzlikins ou un Dalil Tarasov. On est un peu pris avec ces gars-là. Moi, je verrais peut-être deux destinations pour Vitek Vanecek. Premièrement, les Red Wings de Détroit. On se bat pour les séries, on est 8e en ce moment. On a Cam Talbot et Alex Lyon. On vient d'échanger Ville Husso pour se libérer de la place du côté d'Anaheim. Je veux dire, ça, à un moment donné, on veut se tailler une place en série. Les Sénateurs ont les sous le marque. Les Bruins de Boston ont Jeremy Swayman. Les Canadiens de Montréal ont Samuel Montembeault et Jakub Dobeš. C'est quand même mieux que ce tandem-là. Je pense qu'à un moment donné, ça vaudrait peut-être la peine d'aller payer le prix. Puis je pense pas que ça va être très cher. Justement, le fait qu'il a obtenu, il a déjà accumulé des choses pour les autres gardiens du côté des Sharks. Moi, je pense que tu pourrais l'obtenir contre peut-être un choix de 3, de 4 ou de 5e tour. Je pense pas que ça coûte très cher. Donc ça, je pense que ça peut aider. Et l'autre formation que je surveillerais, c'est peut-être les Canucks de Vancouver. La situation de Thatcher Demko au niveau de la santé et son état est encore évalué sur une base hebdomadaire, ce n'est pas nécessairement évident. Est-ce qu'on pourrait être tenté de l'ajouter à un Kevin Lankinen qui vient de signer une offre de contrat et qu'après la saison, Vanecek pourra partir, pourra signer une entente ailleurs et tu pourras partir avec potentiellement un Lankinen et un Demko à long terme. Les Canucks sont dans la course aussi. Je pense que ça pourrait aider, mais je trouve dans le portrait, à peu près toutes les équipes qui se battent pour les séries ou qui y sont ont tous un gardien de but, n'ont pas nécessairement intérêt à aller se chercher un Vitek Vanecek. Ouais. Puis on s'entend que Vanecek n'a pas nécessairement le plus gros des CV. Mais j'ai hâte de voir quand même. Parfois, les équipes peuvent nous surprendre. Alors voilà, Marty, ça fait le tour pour ce podcast express radar spécial, date limite des transactions. Je vous le répète, on va faire ça chaque jour de la semaine à 7h30 en direct sur YouTube, sur les plateformes de BPM Sport et de la Commission athlétique. On espère que vous serez encore au rendez-vous. On espère qu'on aura d'autres transactions à se mettre sous la dent demain. J'espère que vous avez apprécié. Merci, Marty, d'avoir été avec nous.
Fait toujours un plaisir, des autres. Et on se donne rendez-vous demain pour un autre épisode de Radar. Ciao tout le monde. Bye bye.